Bienvenue sur la chaîne, le café du crime. Abonnez-vous pour soutenir notre contenu, ou soyez maudits. Bienvenue. On plonge aujourd'hui dans une histoire vraiment éprouvante. Ça commence de manière presque surréaliste, on pourrait dire, avec une image vue et revue sur les réseaux sociaux. Une jeune femme qui danse sur TikTok. Mais voilà, derrière cette vidéo, il y a une histoire terrible. Celle de Nicolas Priest et de sa petite fille de 3 ans, Kaylee Jade Priest. On va essayer de comprendre ensemble ce qui a mené à la mort de Kaylee. En explorant le rôle de sa mère, Nicolas, visiblement obsédé par son image en ligne, et puis aussi de son compagnon, Callum Redfern. Oui, C'est une descente dans une dynamique relationnelle très complexe et au final destructrice. absolument. Et pour faire ça, on s'appuie sur une analyse vidéo assez poussée, celle de la chaîne YouTube Danielle Kirsty. Elle a vraiment reconstitué l'affaire pièce par pièce. C'est notre fil conducteur principal pour aujourd'hui. D'accord. L'idée, c'est de retracer les faits, de voir un peu comment ces relations toxiques ont pu s'installer. De repérer aussi les signes avant-coureurs qui, avec le recul, semblent évidents, mais qui n'ont pas été suivis des faits. C'est souvent ça, malheureusement. Et puis, on va s'interroger aussi sur le verdict du judiciaire, essayer de comprendre comment une situation pareille a pu dégénérer à ce point, presque à huis clos, quoi. Alors, commençons par le début, si tu veux bien, qui est Nicolas Priest. Elle est née en 1998 à Birmingham. C'est ça. Son adolescence, d'après ce qu'on sait, semble un peu chaotique. Consommation de cannabis assez jeune, vers 15 ans. Oui, dès 15 ans. Et un environnement familial décrit comme instable, des relations volatiles. C'est aussi à cette période qu'elle croise Callum Redfern, une première fois, mais bon, ils sont juste amis à ce moment-là. Voilà. Mais ce qui frappe déjà, c'est cette préoccupation très forte pour son image pour les réseaux sociaux. Ah oui, Elle rêve de mannequinat, elle est tout le temps en train de poster des trucs, elle cherche cette validation, tu vois. Et là, avec les commentaires, la reconnaissance en ligne. c'est ça, une quête d'attention qui va devenir un fil conducteur assez dramatique dans toute l'histoire. On voit déjà ce décalage possible entre la vie réelle et la vitrine numérique. Et puis, à 17 ans, elle tombe enceinte. C'est pas prévu, le père biologique, il est pas là, il est absent. Elle hésite un peu, et puis finalement, elle décide de garder l'enfant, et Kaylee Jade Priest naît le 31 janvier 2017. Et là, la mise en scène sur les réseaux sociaux, elle commence quasiment tout de suite. Nicolas, elle se projette comme une mère comblée, épanouie. Elle utilise même l'expression « over the moon », je crois. Oui, over the moon, elle écrit ça. Elle partage son parcours de jeune maman. L'image, elle est parfaite, quoi. Un bonheur total. Sauf que la réalité, elle est différente. Elle vit toujours chez sa mère à ce moment-là. Oui, chez Debbie. Et les infos qu'on a suggèrent un désintérêt assez marqué pour les soins de base de Kaylee. C'est ça. Changer les couches, donner le biberon, le bain, même l'affection. Tout ça, ça repose surtout sur la grand-mère, Debbie, et puis la tante de Kaylee. Nicolas, elle a l'air beaucoup plus intéressée par sa vie sociale, son téléphone. C'est ça, les sorties, les réseaux. Ça, c'est déjà un premier gros décalage. Il y a même eu cet incident qui en dit long. Elle emmène Kaylee, encore bébé, au parc, en plein hiver, sans manteau. Sans manteau. Oui, juste parce qu'elle doit retrouver un garçon, et elle reste là-bas jusqu'à 23h. Avec le bébé. Oui, ça donne l'impression que l'enfant est un peu un accessoire, quoi. Utile pour l'image, peut-être, mais pas vraiment une priorité. C'est glaçant comme image. On avance un peu, mi-2018, Kaylee a environ 18 mois. Nicolas rencontre Daniel Gregory, via les réseaux sociaux, évidemment. Toujours. Et Daniel, lui, il a l'air d'apporter quelque chose de positif. Il s'investit avec Kaylee, il joue un peu ce rôle de figure paternelle, il lui donne de l'attention, de l'affection. Oui, il semble sincèrement attaché à la petite. Mais bon, l'obsession de Nicolas pour son image, pour son téléphone, ça ne diminue pas. Ah non. Elle est tout le temps en ligne, très active sur TikTok, des défis, des danses. Parfois, elle met Kaylee en scène aussi. Oui, j'ai vu ça. Elle fait aussi beaucoup de streaming en direct. Toujours cette recherche de validation, quoi. Et Daniel, lui, il commence à sentir le fossé entre la personne qu'elle montre en ligne et ce qu'il voit tous les jours. C'est plus qu'une façade alors. Oui, c'est une espèce de double vie, en fait. Et c'est là qu'il y a une rupture importante.
avec sa propre famille à elle. Ah oui, Une grosse dispute éclate avec sa mère, Debbie, qui lui reproche son manque d'implication avec Kaylee. ce qui semble assez légitime vu ce qu'on a dit. Oui, mais Nicolas le prend très très mal. Elle accuse sa mère de la juger, de vouloir la contrôler. Et sur ce, elle décide de partir de chez sa mère. Et elle emmène Kaylee. Ah, ça c'est une décision lourde de conséquences. Parce que non seulement elle part vivre avec Daniel, chez la mère de Daniel, Lisa, D'accord. mais en plus, elle coupe les ponts avec sa propre mère et sa sœur. Et en faisant ça, elle prive Kaylee de ses figures d'attachement principales, celles qui s'occupaient vraiment d'elle au quotidien. C'est terrible pour l'enfant. C'est comme si Kaylee devenait une sorte de monnaie d'échange dans le conflit, tu vois. Et cet isolement, ça va avoir des répercussions dramatiques. Et chez Daniel et sa mère Lisa, les choses ne s'améliorent pas pour Kaylee, au contraire. La négligence et même la maltraitance, ça devient plus visible. Oui, Lisa et Daniel, ils constatent l'absence totale d'affection de Nicolas pour sa fille. Et pire, elle commence à l'insulter, régulièrement. Des mots très durs. des mots horribles, oui. Petite garce, rat, salope, conne. C'est inimaginable de dire ça à un si jeune enfant. Et la violence physique, elle commence à apparaître aussi. Oui, les fessées et les gifles. Pour des riens en plus. Kaylee qui tape sur sa jambe pour attirer l'attention ou qui joue avec l'eau des toilettes. Des trucs de bébé, quoi. Exactement. Elisa, la mère de Daniel, elle remarque des bleus sur les joues de Kaylee. Ah oui, oui. Elle confronte Nicolas. Et la réponse de Nicolas est glaçante. Elle dit froidement que Kaylee le méritait. Elle le méritait. Oui. Cette justification, ça montre une absence totale d'empathie, une banalisation de la violence qui fait froid dans le dos. En juillet 2019, le couple, Nicolas et Daniel, ils prennent leur propre appartement. Kaylee a 2 ans, elle entre à la crèche. Et là, c'est comme une bouffée d'air frais pour elle, on dirait. Le personnel de la crèche la décrit comme épanouie, sociable, polie. Ils disent même une petite abeille affairée. C'est touchant. Elle adore jouer à la maman avec les poupées. Ce qui est terriblement poignant quand on sait ce qui se passe à la maison. Oui, où c'est Daniel qui assume l'essentiel des soins en fait. C'est ça. Et c'est aussi pendant cette période que Nicolas tombe de nouveau enceinte. De Daniel cette fois. D'accord. Daniel, lui, il semble content de cette nouvelle. On pourrait penser que ça va peut-être stabiliser les choses, un nouveau départ. On aurait pu espérer. Mais malheureusement non. L'histoire va prendre une autre tournure. Mars 2020, c'est le début de la pandémie de Covid. Et c'est aussi la naissance du fils de Nicolas et Daniel. Voilà. Mais l'harmonie, si jamais il y en a eu, elle dure pas longtemps. Très vite après la naissance, une dispute éclate. Très violente. Ah. Les accusations volent. Infidélité supposée de Daniel. Reproches sur la façon dont Nicolas s'occupe des enfants. C'est la rupture. D'accord. Daniel s'en va. Ils mettent en place une garde alternée pour le bébé. Nicolas l'a en semaine, Daniel le week-end. Kaylee reste avec Nicolas. Et ça, c'est un moment vraiment charnière. Nicolas se retrouve seul avec 2 enfants, dont un nourrisson. Elle se sent isolée. Et sa réaction immédiate, c'est quoi? Les réseaux sociaux. Exactement. Se replonger dans les réseaux pour combler ce vide. Trouver quelqu'un d'autre, presque tout de suite après le départ de Daniel. Et elle reprend contact avec qui? Callum Redfern, son ami d'adolescence. C'est ça. Et très vite, la relation devient sexuelle. Nicolas, elle semble développer une vraie obsession pour lui. Ah oui? Oui. Alors que Callum, lui, d'après les sources, il a l'air surtout intéressé par le sexe. Et il n'hésite pas à la manipuler. Il y a aussi cette histoire d'argent, non? Oui, cette dimension d'exploitation financière qui est assez flagrante. Nicolas est sans emploi, elle touche des aides, elle est endettée et elle lui donne de l'argent. Incroyable. L'exemple le plus parlant, c'est ces 900 livres qu'elle lui verse pour acheter une BMW. Sauf que la voiture, elle en coûte 600. Et il empoche la différence. Voilà. Il empoche les 300 livres. Ce contraste est saisissant, tu vois. Elle se démène financièrement pour lui, alors qu'elle montre un désintérêt total pour le bien-être, même matériel, de ses propres enfants. Il faut qu'on parle un peu de Callum Redfern et son profil. Les infos le décrivent comment? Comme quelqu'un avec de gros problèmes de gestion de la colère, impulsif, agressif. Il a déjà eu des démêlés avec la justice, Pourquoi? des bagarres, du vandalisme sur la voiture d'une ex. Il y aurait même eu un épisode de conduite très dangereuse avec les 2 enfants de Nicolas dans la voiture. Une sorte de course-poursuite. Oh là là. Clairement pas quelqu'un qui apporte de la sérénité. Pas vraiment, non. Et son arrivée dans la vie de Nicolas, ça coïncide avec une dégradation spectaculaire et rapide du traitement de Kaylee. Elle a 3 ans à ce moment-là.
On passe de la négligence grave à quoi alors, hein? Aux abus caractérisés, la négligence devient extrême. Malnutrition visible, elle perd du poids. L'hygiène, c'est catastrophique. Plus de bains, des vêtements sales, des couches souillées qu'elle porte pendant des heures. Mon Dieu. Et plus aucune stimulation. Plus de jouets, plus de livres. C'est un vide affectif et matériel total. Et ses conditions de vie, sa chambre? Oh, sa chambre! Les descriptions sont effroyables. Elle est vide, à part un matelas sale par terre. Sans drap, sans tapis, sans rideau. Même pas d'ampoule au plafond. Elle est laissée dans le noir, hein. Oui, laissée seule dans le noir complet, dans un environnement sale, moisi. C'est difficile même à imaginer. Et à cette négligence s'ajoutent les abus psychologiques et physiques. Constamment. Kelly est souvent enfermée dans sa chambre pour que le couple soit tranquille, surtout pour avoir des relations sexuelles. C'est Callum qui demande ça? Apparemment oui, Callum ne supporte pas sa présence. Il consomme de la drogue, il se dispute violemment devant elle. Les coups deviennent réguliers, des gifles, des coups de pied. Mais c'est l'horreur absolue. Il monte la musique fort pour ne pas entendre ses pleurs. Des témoins disent l'avoir vu traîner par le bras, jeté dans sa chambre. Et Callum, il semble activement encourager Nicolas à la punir, sévèrement. Et ils essayent de cacher tout ça, j'imagine. Oui, les bleus sur le corps de Kaylee, ils sont dissimulés. Le confinement lié au Covid, ça leur facilite un peu la tâche. Moins de regard extérieur. Moins de contrôle social. C'est ça. Ils mentent aux voisins qui entendent les cris, les coups. Ils inventent des chutes. Il y a même une baby-sitter, une adolescente complètement dépassée, terrifiée, Oui, qui assiste à une scène où Nicolas frappe Kaylee à la tête parce qu'elle avait faim. Mais la jeune fille, elle a trop peur, elle dit rien. c'est terrible de penser à ces occasions manquées. Fin juillet 2020, on est quelques jours à peine avant la fin tragique. Les échanges de SMS entre Nicolas et Callum, ils révèlent une cruauté, une violence verbale envers Kaylee qui sont terrifiantes. Qu'est-ce qu'ils disent? Nicolas écrit « Je vais la tuer. Je l'ai frappée pour avoir chié dans sa couche. Non! » Réponse de Callum « Donne-lui une claque de ma part. Nicolas, je le ferai bébé. » C'est une conversation réelle, ça. C'est dans les pièces du dossier. C'est une banalisation de la violence qui est glaçante. Dans un autre échange, Nicolas lâche « Kaylee, je veux tuer une salope. » Callum répond « Éloigne cette petite garce de moi. » C'est insoutenable. Et plus tard, il parle de l'anniversaire de Callum. Nicolas suggère d'amener Kaylee, refus catégorique de Callum, pas avec son visage et ses jambes pleines de bleu, marre de cette garce de fille, je pourrais me tuer pour ne plus avoir de stress. Le stress étant sa fille. Le stress étant Kaylee, oui. Ces mots sont Plus que glaçants, ils sont accablants. Ils montrent pas seulement cette violence quotidienne, mais aussi, sans doute, la terreur de Nicolas. La peur de perdre Callum, son obsession. à cause de Kaylee. Oui, que lui voit comme une gêne insupportable, une source de stress. Kaylee est devenue un obstacle à sa relation. C'est terrible. On arrive au 8 août 2020. C'est un samedi. Le petit garçon est chez son père, Daniel. Donc Nicolas est seul avec Kaylee. Voilà, il y a des images de vidéosurveillance qui les montrent sortir au parc. Et c'est frappant. Nicolas ignore complètement Kaylee. Elle est absorbée par son reflet dans le miroir de l'ascenseur, par son téléphone. L'image, toujours l'image. Au retour, c'est pareil. Kaylee, elle a l'air figée, résignée, effrayée dans un coin. Le soir, Callum arrive, avec un ami et de la vodka. Kaylee mange des nuggets. Et puis vers 19h, Nicolas et Callum la mettent au lit, sur son matelas sale, dans sa chambre vide et sombre. Et c'est là que l'horreur atteint son sommet. Le couple a des relations sexuelles. Kaylee se met à pleurer dans sa chambre. Elle les dérange. C'est ça. Callum, apparemment furieux d'être dérangé, se lève. Il va dans la chambre de Kaylee, suivi par Nicolas. Et ce qui s'y passe, c'est une agression physique d'une brutalité extrême. L'autopsie le confirmera. Il la roue de coups, parce qu'elle pleurait. Et après ça, C'est presque inconcevable. ils retournent dans la chambre. Ils reprennent leur relation sexuelle. Non. Si, ils rejoignent ensuite l'ami sur le balcon. 10 minutes après, ils retournent voir Kaylee. Elle vomit. Abondamment. Et leur réaction? L'indifférence. La plus totale. Peu après, Callum et son ami s'en vont. Donc Nicolas reste seul avec Kaylee qui vomit. Elle passe la nuit seule avec sa fille, qui est clairement en train de mourir. Mais elle l'ignore. Son activité nocturne, c'est hallucinant. Ça témoigne d'une déconnexion totale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des recherches Google, à caractère sexuel. Elle poste des selfies. Elle envoie un message à Callum, « Bang, sexe, je t'aime. » Ah, et Kelly vomit toujours. Elle écrit ça? Kaylee vomit toujours? Oui.
Elle publie même une photo d'un suçon sur Snapchat. Elle télécharge une image avec la phrase « Je veux frapper quelqu'un avec une barre de fer ». C'est délirant. Et plus inquiétant encore, elle cherche sur Google des infos sur les morts infantiles, les fausses couches. Puis elle s'endort, en laissant Kaylee seule. Le lendemain matin, 9 août, vers 11 h, Nicolas appelle les secours, le 999. Elle est paniquée, ou en tout cas elle joue la panique. Oui, Sauvez ma fille, elle ne respire pas, je crois qu'elle est morte. Elle affirme qu'elle fait une réanimation, elle dit que Kaylee est bleue, elle suggère une chute. les secours arrivent très vite. Mais c'est trop tard. Malgré leurs efforts, Kaylee ne peut pas être réanimée. À 3 ans. Elle est déclarée morte sur place. La police arrive. Et tout de suite, il repère des éléments troublants. Les fameux red flags. Oui. Le comportement de Nicolas, déjà. Elle semble distante, détachée. Elle n'a manifestement pas fait de vraies tentatives de réanimation. Son histoire de chute ne tient pas. Non, son histoire de chute d'une table de jeu pour enfants, il n'y a pas de table comme ça. Et surtout, l'état de la chambre de Kaylee. Ce vide, cette saleté sordide. Qui contraste violemment avec le reste de l'appart et la chambre de Nicolas. Exactement. Pendant les interrogatoires, Nicolas et Callum, ils commencent par nier. Puis la stratégie change. Ils s'accusent l'un l'autre. Classique. Nicolas charge Callum. Elle le présente comme le seul agresseur, un homme violent qui l'a manipulé. Callum, lui, rejette toute la faute sur Nicolas. Il la décrit comme une mère maltraitante, négligente depuis toujours. Ils sont ensuite relâchés sous caution. En attendant la suite, et surtout les résultats de l'autopsie. Et c'est là qu'il se passe un truc, particulièrement choquant. Le retour sur TikTok. Oui. À peine quelques jours après la mort de sa fille, Nicolas est de retour sur TikTok. Elle poste des vidéos d'elle, elle danse, elle participe à des challenges. Elle fait même un haul maquillage. Oui, une vidéo où elle présente ses derniers achats de cosmétiques. Cette froideur, cette déconnexion apparente face à une telle tragédie, ça dépasse l'entendement. Pendant ce temps, l'autopsie livre ses conclusions. Et c'est l'horreur absolue. Elle révèle non seulement la violence du coup fatal, mais aussi la chronicité des abus. C'était pas la première fois. Loin de là. Les blessures sont innombrables et terribles. Fractures au bras, plus de 20 fractures aux côtes. 20 ? Oui, et certaines anciennes qui ont été refracturées par-dessus. Fractures du sternum, fractures aux jambes, à la mâchoire, des lésions internes graves au thorax, à l'abdomen, un poumon collabé, C'est un véritable martyr. un œdème cérébral aussi, et des petites déchirures typiques du syndrome du bébé secoué. Et la datation, ça confirme ? Oui, la datation est essentielle. Certaines fractures sont vieilles de plusieurs semaines. Par exemple, 5 fractures de côte datent d'environ 21 jours avant sa mort. Ça prouve, sans l'ombre d'un doute, que les abus étaient répétés, sur une longue période. La violence était systémique. Les médecins légistes comparent la gravité des blessures finales à celle d'un accident de voiture ou d'une chute de 3 étages. C'est dire la violence inouïe. Et la cause du décès, alors ? C'est un manque d'oxygène et de sang au cerveau, résultat direct des multiples traumatismes. Et le point le plus tragique, le plus révoltant peut-être, Oui, c'est que les experts médicaux sont formels. Si Kaylee avait reçu des soins médicaux après avoir commencé à vomir, elle aurait pu être sauvée. et ils auraient pu la sauver. Oui. Mais Nicolas et Callum n'ont rien fait. Ils l'ont laissé mourir. Le procès a lieu en août 2021. Nicolas Aprist et Callum Redfern sont jugés, initialement pour meurtre. Oui, murder. Pendant tout le procès, ils restent sur leur position. Ils se renvoient la balle. Les stratégies de défense sont claires. L'avocat de Nicolas l'a dépeint en mère aimante, mais victime d'un compagnon abusif, manipulateur. Et Callum exculte. L'avocat de Callum, lui, met en avant qu'il ne vivait pas là en permanence, qu'il n'était pas le père, que la responsabilité première, c'était Nicolas, la mère. Et le témoignage de l'ami qui était là le soir ? Il n'a pas permis de dire qui de Nicolas ou Callum avait porté les coups fatals. Il y avait un doute sur l'auteur direct de l'agression finale. Et donc, le verdict tombe. Non coupable de meurtre, murder, mais coupable d'homicide involontaire, ce que le droit anglais appelle manslaughter. Homicide involontaire. Et Nicolas est aussi reconnu coupable de cruauté envers enfants. Et les peines. C'est là que ça a provoqué une onde de choc, beaucoup de colère. 15 ans de prison pour Nicolas, qui avait 23 ans, 14 ans pour Callum, qui en avait 22. Avec possibilité de libération conditionnelle bien avant. Oui. Et ce verdict a été très controversé. Tout tourne autour de cette notion d'intention. Meurtre ou homicide involontaire ? Exactement. Pour beaucoup de gens, la gravité extrême des blessures, leur répétition sur des semaines, la violence des SMS échangés,
Tout ça, ça semblait indiquer une intention de nuire très gravement, voire de tuer. Difficile de ne pas y penser. Et donc, la qualification d'homicide involontaire, qui suggère une absence d'intention de tuer ou de causer des lésions graves, ou alors une négligence criminelle tellement grave qu'elle cause la mort, ça a paru à beaucoup totalement en décalage avec la brutalité des faits et l'agonie de Kaylee. C'est là que la nuance juridique entre murder et manslaughter a été très difficile à accepter pour l'opinion publique. Si on essaye de résumer cette affaire, c'est l'histoire d'un gouffre effroyable entre une façade publique, cette image de mère dévouée construite pour les réseaux sociaux, et une réalité sordide, négligence absolue, abus sadique, le tout nourri par une relation toxique, et cette obsession narcissique de Nicolas pour son image. Oui, et ce contraste, il est aussi frappant entre la petite Kaylee qu'on décrit comme épanouie, polie à la crèche, et l'enfer silencieux qu'elle vivait chez elle. Les signaux d'alerte étaient là pourtant. Les voisins qui entendent, la babysitter qui voit, l'état de l'enfant sans doute. Mais ces signaux, ils n'ont pas été suffisants pour déclencher une intervention efficace. Attends, Au-delà des faits bruts, aussi horribles soient-ils, qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Peut-être sur notre tendance collective à ne pas voir ou à choisir d'ignorer la détresse d'un enfant quand elle se cache derrière une façade. Surtout une façade numérique, si lisse. oui, Comment faire mieux en fait pour protéger les enfants vulnérables pris dans ces engrenages destructeurs? il faut se souvenir de Kaylee. C'est important. Tous ceux qui l'ont connue en dehors de cet enfer, ils la décrivent comme une enfant douce, souriante, pleine d'amour malgré tout. Oui, Sa vie a été volée, de façon brutale. Son histoire, elle doit rester comme un rappel tragique qu'il faut rester vigilant, qu'il faut oser voir et agir face à la maltraitance infantile, même quand elle se cache derrière un écran ou une porte close.